Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Saveria Rojac. Bonsoir Pierre-Henri. Les titres de l'actualité de ce vendredi: constat sans phare du gouvernement, la récession sera longue et le chômage durable. Il ne peut y avoir de création d'emplois dans ces conditions, dit François Fillon. On apprenait cet après-midi que la société informatique Hewlett-Packard va supprimer 5700 postes en Europe d'ici 2010. Il va concerner près de 7 millions de personnes. Le RSA voulu par Martin Hirsch sera étendu à l'ensemble du territoire lundi. Il remplace le RMI et l'allocation parents isolés. Il y a 4 ans, jour pour jour, la France disait non à la Constitution européenne. Notre invitée de ce 18h a un peu plus d'une semaine maintenant du scrutin européen, Nathalie Arthaud, la nouvelle porte-parole de Lutte ouvrière. Et puis l'actualité, elle est sénatoriale également, le Sénat qui a remis en cause aujourd'hui la liberté d'installation des médecins. Un amendement a été voté ce matin au terme d'une bataille avec la Commission des affaires sociales. Les médecins seront désormais obligés de se déplacer dans les zones qui manquent cruellement de praticiens. S'ils refusent, ils risquent jusqu'à 3 000 € d'amende. Les explications de Delphine Girard. Les contrats santé-solidarité seront bel et bien obligatoires. Les praticiens devront se rendre dans les zones qui manquent cruellement de médecins sous peine d'amende. Une petite victoire pour le centriste Hervé Maurey qui a fait adopter un amendement en ce sens, contre l'avis du rapporteur, mais avec le soutien du gouvernement. À partir de 2012, lorsque l'on observera dans une région qu'il y a un problème de densité médicale, les ARS, c'est-à-dire les agences régionales de santé, pourront proposer aux médecins d'aller non pas s'installer, mais d'aller ponctuellement, quelques jours par semaine ou par mois, effectuer des missions dans des zones sous-médicalisées. Et s'ils ne le font pas, ils s'exposent au paiement d'une contribution qui, à mon avis, est trop modeste, parce qu'elle n'est pas assez dissuasive, qui est de 3 000 € par an. En revanche, le sénateur de l'Eure n'a pas réussi à faire voter son deuxième amendement. Il prévoyait que les étudiants de médecine, à l'issue de leur formation, s'installent pendant 3 ans dans les zones déficitaires, à la grande satisfaction du rapporteur, opposé aux mesures coercitives pour lutter contre les déserts médicaux. Où on veut une médecine fonctionnalisée, et à ce moment-là on le dit, et puis on met en place le contrat avec les médecins en disant à partir de maintenant vous rentrez dans l'étude de médecine, mais c'est pour être médecin fonctionnalisé dans un service national que l'on met en place, et qu'on propose aux étudiants en médecine, où on leur dit ce qu'on leur dit actuellement, vous entrez dans un système libéral. On ne mélange pas les deux et on ne change pas le contrat en route. L'examen de ce projet de loi qui traîne en longueur devrait se terminer la semaine prochaine. Les très mauvais chiffres du chômage viennent tout juste nous parvenir, Saveria. Il y a plus 90 800 demandeurs d'emploi en avril, ce qui porte le nombre de chômeurs à 3,5 millions. Alors François Fillon ce matin a tenté de préparer l'opinion à ces très mauvais chiffres. Pour le Premier ministre, la hausse du chômage va se poursuivre tout au long de l'année 2009 et peut-être jusqu'en milieu d'année 2010. Et puis une autre mauvaise nouvelle pour l'emploi. Hewlett-Packard annonce la suppression de 5700 postes en Europe. Les syndicats redoutent plus de 1000 licenciements en France. Exit le RMI, place au RSA, le revenu de solidarité active. Dès lundi, le RSA sera généralisé dans toute la France après une expérimentation dans 33 départements. Au total, 4 millions de personnes peuvent y prétendre, car à la différence du RMI, qui ne s'adresse qu'aux personnes sans emploi, le RSA est élargi aux travailleurs pauvres. Alors, le RSA, comment ça marche? Mode d'emploi avec Sandra Cerquera. Encourager le retour à l'emploi, c'est l'objectif du RSA. Ne plus perdre les aides touchées en cas de reprise d'une activité et aider les travailleurs pauvres. Il faut distinguer les bénéficiaires du RMI et de l'API actuellement, qui n'ont pas de démarche particulière effectuée, qui vont basculer automatiquement du RMI au RSA. Par contre, pour les autres bénéficiaires, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, qui ne sont pas aujourd'hui connus des caisses d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole au titre du RMI ou de l'API, ils doivent déposer un dossier auprès des organismes instructeurs et notamment des caisses d'allocation familiale. Déjà 1 million de dossiers téléchargés sur le site rsa.gouv.fr, sur lequel on peut calculer le montant de l'allocation, un complément de 110 € en moyenne en fonction des revenus. Par exemple, un célibataire sans enfant pourra toucher 455 €, un couple avec enfant recevra lui 954 €. Avec un effet positif sur le retour à l'emploi, 100 000 RMistes auraient retrouvé un travail dans les départements où le RSA a été expérimenté. Un travail bien souvent à mi-temps, regrettent certains élus. On pourrait penser que le fait du RSA va faire que in vitam aeternam, puisque ça peut durer autant de temps
que la vie professionnelle de la personne, peut favoriser ce temps partiel, parce que l'employeur peut penser que, en gardant le système, eh bien, ça lui évite d'augmenter le temps d'heure de son employé. Toucher le RSA va de pair avec la recherche d'un travail. Les bénéficiaires ne suivant pas les démarches seront radiés. Polémique autour de la libération de Julien Coupat. Le parquet a relâché celui qui est toujours accusé d'avoir saboté des lignes TGV, Julien Coupat. Julien Coupat qui fait appel aujourd'hui de son contrôle judiciaire. La gauche parle de fiasco judiciaire. Arnaud Montebourg demande même la démission de la ministre de l'Intérieur. Mais pour François Fillon, la procédure a été respectée. La procédure a été respectée. La règle dans notre pays, c'est pas la détention provisoire, c'est la liberté. On met en détention provisoire les gens quand on veut éviter qu'ils se sauvent, quand on veut éviter qu'ils fassent pression sur les témoins ou quand on veut éviter qu'ils détruisent des preuves. C'est la raison pour laquelle M. Coupat a été placé en détention provisoire. La justice estime désormais que l'enquête est suffisamment avancée pour qu'il puisse être libéré. Il y aura un procès, on saura à ce moment-là. L'Europe, il y a 4 ans, jour pour jour, les Français rejetaient la Constitution européenne. Et ce non déclenchait un véritable séisme politique. 4 ans plus tard, les nonistes sont éparpillés sur plusieurs listes qui recueillent au total 25% des intentions de vote. Philippe de Villiers tente aujourd'hui de se poser en rassembleur du non. L'élu vendéen a réuni ses partisans ce matin à l'Assemblée nationale. Philippe de Villiers qui fait campagne activement sur le net, un bon moyen de compenser l'écart financier avec les budgets des grands partis. Thomas Raguet. Philippe de Villiers mise tout sur les nouvelles technologies pour faire passer son message, concocté par Arnaud Dacier qui conseille aussi l'Internet de l'UMP. Le site de Libertas joue la carte des vidéos parfois décalées. Allez tester ce nouveau breuvage sur nos concitoyens. Mais rien ne vaut ce vrai rosé de Provence. Vous avez bien raison, monsieur. Et pour vous autres, rendez-vous sur captaineuropa.eu. Autre angle d'attaque, le phoning inspiré de l'efficace campagne Obama. Un serveur vocal a contacté près de 10 millions de Français pour leur proposer d'entendre un message des candidats. Pour l'écouter, il suffit de taper 1. Il y a un dialogue extraordinaire qui se noue. On le sait puisqu'on a ensuite les résultats informatiques qui montrent que beaucoup de Français, la moitié des Français appuient sur la touche 1, donc ils veulent continuer la conversation. Quota laitier, Turquie, vin rosé, les sujets d'actualité ne manquent pas pour alimenter les messages eurosceptiques. Philippe de Villiers en est sûr, le climat actuel joue en sa faveur. Tout le monde vient sur notre terrain. Regardez, je lisais hier un papier dans le journal Le Monde qui disait « La Turquie et la crise sont au cœur de la campagne ». Qui a mis ces deux sujets? C'est moi. 4 ans après la victoire du non, les souverainistes, forts de leur alliance avec les chasseurs, comptent bien faire mieux que les 3 parlementaires européens actuels. Pour l'heure, les différents sondages leur prédisent un score de 6%. International, Barack Obama monte le ton au Proche-Orient. Le président américain a rencontré hier son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Dans un ton ferme, Washington demande le gel des colonies juives, ce que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, refuse. Camille Jean Marchal. Comme je l'ai déjà dit, je crois beaucoup en une solution à 2 États qui donnerait aux Israéliens et aux Palestiniens la paix et la sécurité dont ils ont besoin. Barack Obama persiste et signe. 2 États et un arrêt total de la colonisation en guise de préambule, le ton change à Washington. Du côté israélien où l'on est peu habitué à une telle fermeté américaine, Benjamin Netanyahou oppose une fin de non-recevoir. Seule concession de l'État hébreu, l'arrêt de la colonisation sauvage. À partir du moment où Obama n'agitera ni carotte ni bâton sur la coalition en Israël, au fond, on reste dans du discursif, dans de l'oratoire, même si, effectivement, il y a manifestement chez Obama la volonté d'avancer plus vite. Mais la Maison-Blanche se trouve face à un obstacle de taille. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou est une coalition fragile où l'extrême droite occupe une place importante. Une extrême droite qui n'entend pas cesser la colonisation. Barack Obama l'a bien compris, il n'a pas exigé de calendrier précis de résolution du conflit. Alors on va voir maintenant sur le terrain comment vont se jouer les choses. Ce sera une très difficile partie et je pense que M. Obama a peu de temps. Quant à savoir comment Washington compte influencer Israël, réponse dès le 4 juin au Caire pour le discours de Barack Obama. Voilà, et on termine avec cette nouvelle provocation de la Corée du Nord.
Pyongyang a procédé ce matin à un tir de missile. C'est le 6e depuis le début de la semaine. C'est le nouveau visage de lutte ouvrière qui tient à partir de demain sa fête annuelle à Presles, dans le Val d'Oise. Nathalie Arthaud est l'invitée de notre 18h. Notre question Internet du jour. Lutte ouvrière pourra-t-il survivre à Arlette-Laguier? Eh bien, nos internautes sont très partagés sur cette question. Il répond oui à 51% seulement. Voilà Nathalie Arthaud, un mini-sondage qui devrait vous rassurer en tout cas. Alors on le disait dans les titres, les Français ont voté non à la Constitution européenne il y a 4 ans, jour pour jour. Que reste-t-il selon vous de ce non de la France à cette Constitution européenne aujourd'hui, c'est-à-dire à 8 jours quasiment du scrutin européen? Écoutez, en tout cas, force est de constater que pour une fois que l'on demandait l'avis aux populations sur comment il fallait construire cette Europe, eh bien cet avis n'a pas vraiment intéressé apparemment les gouvernements puisqu'ils se sont complètement assis dessus, il faut le reconnaître. La Constitution européenne qui a été chassée par la fenêtre est revenue par la porte avec le traité de Lisbonne. Donc c'est assez remarquable de voir que on crie à l'abstention et on reproche aux gens de ne pas s'intéresser à ces élections européennes, mais en réalité cette construction européenne elle est faite largement sans les populations. Alors, cela dit, les Français pourront s'exprimer de nouveau dans presque 10 jours maintenant, le 7 juin. Pour un Parlement européen qui a relativement peu de pouvoir, parce que vous savez qu'en fait, il ne peut que avaliser des lois soumises par la Commission et par le Conseil de l'Union, et avant tout, celui qui a le pouvoir dans l'Europe, le gouvernement de l'Europe, c'est avant tout les 27 gouvernements membres. Donc ce Parlement européen, c'est surtout un lieu, oui, où on peut défendre un certain nombre d'idées, de conceptions. Nous nous appelons à voter parce que c'est l'occasion, justement, de dénoncer un certain nombre de choses, de prendre la parole. On nous la demande assez peu souvent pour que là, on s'en saisisse. Oui, mais il n'y a pas une incohérence d'avoir fait campagne pour le non il y a 4 ans et de se présenter aujourd'hui, parce que vous êtes vous-même candidate dans le Sud-Est, de se présenter aujourd'hui à la députation européenne? Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez aux 55% d'électeurs qui ont voté non il y a 4 ans? De s'abstenir, de ne pas voter? Parce qu'ils ont voté non il y a 4 ans, ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus d'idées à défendre sur l'Europe, sur la politique à mener en Europe. Donc oui, nous avons un certain nombre d'idées. Nous dénonçons, nous, une Europe qui est construite manifestement pour les marchands, pour les banquiers, pour les financiers, pour ces grands groupes. On passe des heures et des heures à discuter au Parlement européen. Vous l'avez vu, du vin rosé, c'est ce qui les fait vraiment vibrer et ce qui les inquiète et ce qui les préoccupe. Sur la largeur des rétroviseurs des camions, très bien, il faut plus de sécurité sur les routes. Mais si vous voulez, aujourd'hui, quand même, les préoccupations des gens, c'est de ne pas perdre leur emploi, c'est comment ils vont faire pour boucler leur fin de mois, comment ils vont faire pour vivre. Est-ce que l'Europe doit protéger les travailleurs européens? Est-ce que l'Europe doit devenir une forteresse pour ne pas que les produits étrangers rentrent en France et détruisent des emplois? Vous savez, nous, justement, nous ne défendons absolument pas les mêmes idées qu'on a vues pour Monsieur De Villiers. Oui. Voilà, on ne parle pas de protectionnisme, parce que d'abord, le protectionnisme, qui le paye? C'est d'abord les plus pauvres, parce que les prix augmentent dans ce cas-là. Et quand on sait qu'aujourd'hui, chaque famille en est à compter à l'euro près ce qu'ils consomment, et on voit des familles remettre dans les étalages un certain nombre de choses qui n'ont pas parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter, eh bien, ça serait d'abord et avant tout payé par les plus pauvres. Donc non, nous ne sommes pas pour ce genre de solution. Et par ailleurs, je tiens quand même à souligner que ceux qui font rentrer les marchandises, ceux qui vont, c'est les grands groupes qu'on a ici, c'est PSA, c'est Ikea, c'est Decathlon, c'est Michelin, c'est Peugeot, c'est eux qui organisent le dumping social que tout le monde dénonce. Ils sont ici, on les a sous la main. Pourquoi ne leur interdit-on pas un certain nombre de choses? Interdiction de licencier, voilà, c'est ça que nous disons. Donc, selon vous, plus généralement, c'est à Strasbourg que vous pourrez renverser le capitalisme, puisque c'est votre programme. Pas du tout, mais en tout cas, c'est bien votre programme. Oui, bien sûr, c'est notre programme, mais si vous voulez, nous, on est révolutionnaires. C'est qu'on pense que pour réorganiser la société, il faut que des millions de salariés s'en chargent de reprendre en main leur propre économie, d'imposer un contrôle sur ce qui est produit, sur les grands choix de ces sociétés. Donc nous, on pense que ça se passera par les luttes. Alors concrètement, il faut supprimer la commission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais nous, on utilise ces élections pour faire passer un certain nombre de revendications, d'exigences qui seront
j'espère, portés par les luttes de demain, parce que nous pensons que ce seront les luttes de demain qui imposeront cela. Et ce que nous disons, avant tout, c'est qu'il faut imposer un contrôle sur ces grands groupes industriels, un contrôle sur ces financiers qui nous ont menés à la crise, qui sont responsables de cette crise. Et ce contrôle-là, nous pensons que ça doit être l'affaire des travailleurs. On va pas demander aux banquiers de contrôler leurs copains banquiers, ça ne marche pas. Alors, donc ça, nous le portons dans ces élections-là. Et vous savez, ces financiers, ils dominent l'Europe, et d'un bout à l'autre de l'Europe. Alors Nathalie Arthaud, il y a quelque chose de troublant. On l'annonçait encore tout à l'heure dans les titres. Les suppressions d'emplois sont massives en France comme en Europe. Et elles devraient pourtant vous bénéficier. Or, les sondages vous créditent que de 2% seulement. Il n'y a pas là quelque chose qui ne va pas? Écoutez, c'est pas parce qu'il y a 3000 chômeurs de plus chaque jour que effectivement les classes populaires se sentent spécialement mobilisées pour ces élections. C'est un petit peu des choses différentes. En tout cas, je pense que les classes populaires n'attendent rien de ces élections et ils savent très bien que ce n'est pas en allant frapper à la porte du Parlement européen qu'ils retrouveront un emploi et un salaire correct et une existence digne. Donc moi, je ne le leur reprocherai pas. Maintenant, on verra le score que nous ferons. Maintenant, nous savons, oui. Nous sommes minoritaires, un courant minoritaire, mais on représente quand même plusieurs centaines de milliers d'électeurs. Et je pense que oui, plus nous serons nombreux à dénoncer une certaine politique justement de ces grands trusts et une politique aussi des gouvernements, parce que on voit quand même que les gouvernements non seulement les laissent faire, mais en plus les soutiennent. Et quand il y a des milliards à distribuer, ils vont dans leur poche à eux. Donc c'est l'occasion de le dénoncer. Nous espérons qu'il y aura le maximum d'électeurs des classes populaires qui auront envie de le faire avec nous. Contrairement à 2004, vous n'avez pas fait alliance, Lutte ouvrière n'a pas fait alliance avec le NPA d'Olivier Besancenot. Pourquoi ? Alors, d'abord, nous avions fait alliance avec la Ligue communiste révolutionnaire, qui était quand même beaucoup plus proche de nous politiquement, en fait. Et là, nous avons choisi de pas le faire parce que justement, nous pensions que c'était important de mener notre propre campagne, de défendre tout notre programme et rien que notre programme. Parce que quand on fait une alliance, qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui du NPA d'Olivier Besancenot et du Front de gauche sur l'Europe en particulier? Alors, simplement, vous voyez, sur l'Europe, par exemple, nous avons à cœur de dénoncer pas seulement une politique libérale qui est portée par un certain nombre de traités. Nous n'avons pas seulement à cœur de dénoncer le traité de Lisbonne, mais ceux qui, justement, s'en saisissent, ceux qui utilisent tous ces moyens-là pour exploiter, pour dominer toute la vie économique, toute la vie sociale. Nous tenons, nous, à dénoncer une domination, oui, des grands groupes économiques qui ont la vie de milliers de gens dans les mains. Et on les voit agir quand ils mettent à la porte des milliers de salariés. C'est autant de vies qui sont bouleversées. Donc, pour revenir à ce scrutin. Pour revenir à ce scrutin, donc un extrême morcellement à gauche, de l'échiquier politique à gauche. Est-ce que, in fine, ça ne sert pas l'UMP, justement? Mais alors ça, c'est un mystère. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment, en votant pour Lutte ouvrière, cette voix est comptabilisée pour Sarkozy. C'est pas en votant pour Lutte ouvrière. Il y a désormais 3 partis à l'extrême gauche. C'est des élections à la proportionnelle. On a le nombre de députés, normalement, en fonction du nombre d'électeurs. Donc là, vraiment, la diversité d'opinions doit être représentée. Mais vous savez, c'est pas en étant ensemble que nos scores vont s'ajouter. Ça, c'est pas vrai. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un électeur de Jean-Luc Mélenchon sera prêt à voter pour une liste où il y a Jean-Luc Mélenchon, le NPA, jusqu'à Lutte ouvrière? Est-ce qu'il sera prêt à aller voter jusque pour Lutte ouvrière? J'en suis pas sûre. En tout cas, un électeur de Lutte ouvrière n'aura pas spécialement envie d'aller voter pour une liste où il y a des anciens ministres qui portent sur leurs épaules un certain nombre de responsabilités de la politique de gauche, voilà, qu'on a vu et qu'on a subi. Comment vous expliquez que tant de pays aient très envie d'intégrer l'Europe? Je pense à la Croatie, je pense à l'Albanie, je pense évidemment à la Turquie. Écoutez, je pense que faire partie d'un ensemble plus large doit attirer, y compris toute une partie des marchands même de ses propres pays. Et je crois aussi que, c'est une certaine sécurité, y compris pour ces pays-là. Donc l'Europe peut avoir du bon pour des pays comme ceux-là. Alors, ce qu'on a vu, c'est que les pays de l'Est, qui ont été intégrés dans l'Union européenne, ils sont intégrés dans un état de dépendance en réalité. On voit les revenus augmenter très régulièrement. On en est loin, en Slovaquie, en Roumanie ou en Bulgarie, où le SMIC est de 92 €. Donc ça, je ne crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont intégrés dans une économie capitaliste où ils sont intégrés en tant que pays dominés. Tous les grands groupes allemands, français se sont jetés sur ces économies. Le groupe Accor, les groupes automobiles.
automobiles sont allés là-bas exploiter les travailleurs. Maintenant, dans ces pays, oui, ça c'est sûr qu'il y a un certain nombre de gens qui le souhaitent, et ne serait-ce que pour la libre circulation, qui est quand même déjà une chose qui est aussi pas mal. Une dernière question très vite. Arlette Laguillier a brigué 6 fois un mandat présidentiel. Est-ce que vous comptez faire mieux qu'elle? Alors écoutez, ça, franchement, on en est loin. Vous savez, en fait, nous, notre activité politique, elle se résume vraiment pas aux élections. C'est des moments importants où on défend nos idées, mais on milite avant tout dans les entreprises, dans les quartiers, auprès de nos collègues, parce qu'on pense que c'est de leur lutte que viendront les transformations. Donc on n'en a pas discuté, on en est loin et on verra en temps utile. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous. On vous écoutera attentivement dans vos discours demain que vous prononcerez après, là, dans le Val d'Oise. C'est la fête dimanche et lundi à 15h dans le Val d'Oise. Merci encore. Notre journal est terminé. À suivre tout de suite l'Europe en campagne, l'hebdomadaire très attendu de Caroline Delage, Bibliothèque Médicis consacrée ce soir aux nanotechnologies. Et puis à 22h, Hélène Risser qui s'adresse aux jeunes et qui décrypte les discours politiques vis-à-vis d'eux. Son émission s'appelle Déshabillons-les. Très bon week-end à tous. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Bonjour à tous, l'image de la semaine, c'est Martine Aubry et Ségolène Royal main dans la main. C'était mardi dernier à Rezé en Loire-Atlantique. Les deux dames du Parti Socialiste ont tenu leur premier meeting commun, événement très attendu au PS, où l'âge de guerre semble momentanément enterré, du moins pour la campagne européenne, avec un mot d'ordre, faire barrage à l'UMP, toujours plus haut dans les intentions de vote. Le Parlement européen, lui, ne sait plus quoi faire pour inciter les citoyens à aller voter. Sondage après sondage, les prévisions annoncent un taux d'abstention record. Alors, Bruxelles met le paquet dans des spots incitatifs, pas forcément toujours de très bon goût. Regardez. Vous faites le tri, vous aussi? Oui, vous voyez, je trie. Et c'est déchets assez bien. Oui, c'est bien. Prenez parti pour votre avenir. Choisissez votre eurodéputé. En Italie, la star du journal télévisé Défi le Cavaliere, le présentateur vedette du 20h de la Rai Uno, David Sassoli, et la tête de liste du Parti démocrate dans le centre. Mais la formation de Silvio Berlusconi n'est pas en reste, puisqu'elle aussi présente quelques starlettes de la télévision. Et pour attirer les électeurs, les partis politiques y vont eux aussi de leurs clips vidéo. En Allemagne, le parti des Verts, dit Grünen, se place comme seul recours face au raz-de-marée des faillites et de la crise économique. On regarde. WUMS, Wirtschaft und Umwelt, menschlich und sozial. Am 7.6. Grün wählen. Il dit se sentir en France comme un poisson dans l'eau. Raoul Marc Génard est le seul étranger à se présenter dans l'Hexagone pour les élections européennes. À 62 ans, ce Belge est tête de liste du nouveau parti anticapitaliste dans le Sud-Est. Il faut rappeler que depuis 1993, les ressortissants européens peuvent voter et être éligibles en France, aux européennes et aux municipales. En République tchèque, la campagne se fait sur fond de guerre des œufs. Les jeunes tchèques ont décidé de lancer des œufs crus à chaque meeting du chef des sociodémocrates. Il faut dire que l'ancien Premier ministre Jiří Paroubek s'est rendu particulièrement impopulaire en ordonnant une intervention musclée lors d'une rave party. C'était en 2005. Comme chaque semaine, le correspondant à Paris d'un média européen nous donne son opinion sur la campagne. Et cette fois-ci, le flop de la semaine a été choisi par le journaliste espagnol Álvaro del Río. C'est plus facile dans cette campagne de trouver un flop qu'un top. Et c'est l'affaire Dieudonné, une affaire dont on a déjà entendu parler il y a quelques semaines et dont on entend parler cette semaine justement parce que donc Dieudonné revient à la charge. Il essayait de faire interdire des listes en arguant que sur ces listes il y avait des noms, des personnalités qui n'étaient pas candidates. Donc
c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas permis par le code électoral, mais la Cour, en tout cas le Conseil d'État lui a donné tort. Je pense que Dieudonné, en tout cas, cherche plutôt à faire de la polémique plus que de la politique et surtout à réussir un coup médiatique. La campagne des élections européennes se fait aussi et surtout sur le web. Caroline Deschamps a scruté la toile pour vous. Qui a dit que l'Europe n'intéressait pas les jeunes? Les Euronautes et le média social des jeunes qui bougent en Europe. Au menu, un décryptage des institutions et infos européennes, les bons plans pour travailler ou étudier en Europe et un club des Euronautes où vous pouvez échanger vos expériences. Le lip-dub est à la mode dans les clips de campagne. Le lip-dub comprenait le doublage des lèvres. C'est le cas pour le clip de l'UMP où la voix de Xavier Bertrand se retrouve dans la bouche de jeunes sympathisants. Bizarre, vous avez dit bizarre. Vous déciderez de ce que doit faire l'Europe face au bouleversement du monde. Ensemble, avec le président de la République, avec Nicolas Sarkozy, nous changerons l'Europe comme nous changeons la France. Le site d'Europe Écologie continue de développer la veine humoristique. Dernière vidéo en ligne, un clip mettant en scène le comédien Lambert Wilson. Une caricature du désintérêt pour l'écologie et les élections européennes. Ah, j'étais pas au courant. Non, je vote pas, moi j'ai pas que ça à foutre. Je suis un peu pressé là. De toute façon, les élections européennes, on s'en tape un peu là, quand même. Et pour décrypter cette semaine de campagne européenne, nous sommes avec Dominique Régnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique et professeur à Sciences Po. Alors quand on voit les sondages, on se demande si les spots qui se veulent incitatifs, donc pour inciter les électeurs à les voter, ne sont pas contre-productifs. En tout cas, bon, je ne sais pas si ils vont inciter à l'abstention. Ce qui est certain, c'est que ça ne suffira pas à convaincre les électeurs d'aller voter le 7 juin prochain pour les Français ou le 4 pour les autres Européens. Ouais, au vu des chiffres en tout cas. Le président du groupe socialiste au Parlement européen accuse François Bayrou de parler comme Karl Marx en France, mais de se ranger avec les sauvages néolibéraux à Bruxelles. De la même façon, Jean-Luc Mélenchon lui accuse les socialistes d'être bonnet blanc et blanc bonnet avec les conservateurs. Alors est-ce que le clivage gauche-droite est le même en France et à Bruxelles ? Non, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Au Parlement européen, il y a un groupe qui est plus important que les autres, c'est le PPE, en gros c'est la droite. À laquelle d'ailleurs appartient l'UMP, devant le Parti socialiste européen, qui est le deuxième groupe. Mais pour faire une majorité, il faut passer des accords avec d'autres formations. Et donc il y a toujours, sur tous les textes, des compromis qui peuvent rassembler 2-3 groupes ou changer avec des groupes de droite, des groupes écolos, des groupes de gauche, etc. Mais juste un point, c'est important et c'est pas nécessairement une anomalie, parce que ce sont des directives ou des textes, en tout cas européens, qui vont s'imposer à tous les Européens, quelle que soit leur majorité nationale. Si un pays est de gauche, par exemple, il ne voudrait pas, j'imagine, que les seuls textes européens soient approuvés par la droite du Parlement européen seulement. Donc on fait aussi des compromis au niveau européen, pour que les textes ne soient pas trop marqués à droite ou trop marqués à gauche. Dans les pays de gauche ou de droite, si on avait suivi mon raisonnement, ce serait parfois, je pense, sujet à polémique. Ce qui explique un petit peu les différences de point de vue quand on est en France ou quand on parle à Bruxelles ou à Strasbourg. Il est assez naturel et même plutôt cohérent de ne pas avoir le même discours de ce point de vue-là. Quel est le parti, selon vous, qui fait véritablement une campagne européenne ? C'est une question difficile. Je dirais les Verts, peut-être les Verts, en France comme en Allemagne d'ailleurs, qui est le plus attaché à l'organisation européenne de sa campagne, de sa structure. C'est d'ailleurs la formation la plus proche du parti politique européen, qui n'est pas encore possible et qui sera bientôt possible, on peut l'imaginer, et qui a un programme véritablement européen développé. Le MoDem grignote des voix de plus en plus sur le Parti socialiste, qui lui est toujours à la traîne sur le MP dans les sondages. Est-ce que le PS s'est trompé de campagne ? Le PS a mal démarré sa campagne sur le vote sanction. Mais je dirais que le MoDem n'a pas forcément mieux démarré sur le lapsus de Bayrou. Les élections présidentielles ont commencé, pour dire les élections européennes. Et je ne sais pas si le MoDem grignote l'électorat. Je vois qu'il y a des petits signes dans les sondages. Mais enfin, avec une abstention supérieure, possiblement supérieure à la moitié des électeurs, je mets en garde quand même les commentateurs de sondage. Une participation un peu plus forte ou un peu plus faible que celle qui est prévue pourrait bouleverser assez fortement les résultats attendus. Avec des grosses surprises. Oui. D'un mot, Nicolas Sarkozy lui recentre la campagne sur son thème de prédilection, la sécurité. Est-ce que c'est porteur au niveau européen ? Au niveau européen, c'est porteur. Une enquête du Parlement européen réalisée début mai vient de montrer que c'était le 3e thème, après le chômage et la croissance économique. C'est un climat aujourd'hui qui fait que les Européens sont sensibles au thème de sécurité. C'est pas une priorité par rapport au chômage, mais c'est un thème réel. Évidemment, quand on est de droite, on est plus à l'aise sur ce thème-là. Et quand on est dans une crise économique, on est aussi plus à l'aise sur ce thème-là que sur le thème de la croissance économique. Et la priorité numéro 1 des électeurs, c'est le chômage. C'est le chômage.
Merci beaucoup Dominique Régnier, merci d'être venu décrypter cette campagne. Et puis, dernier point donc sur la campagne des élections européennes, ce sera la semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt.